tout le monde, c'est Déborah et croyez-le ou non, mais aujourd'hui je suis de bonne humeur et je suis là de mon plein gré pour parler de Black Panther Wakanda Forever, le dernier blockbuster de Marvel qui prouve qu'à écran large, on n'est pas que des pisse-froids aigris qui détestent tout et tout le monde. Enfin, les autres si, mais pas moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut évidemment recontextualiser un peu et revenir sur la mort de Chadwick Boseman, qui a marqué la production au fer rouge avant même qu'elle commence. Pour rappel, l'acteur qui a incarné T'Challa et porté le costume du super-héros Black Panther est décédé en août 2020, à seulement 43 ans, des suites d'un cancer contre lequel il se battait en secret depuis un moment. Son décès a donc eu une grande résonance médiatique, a suscité pas mal d'émotions de toutes parts, et pour ne froisser personne, Marvel a annoncé peu de temps après que le personnage de T'Challa ne serait ni recasté, ni recréé en image de synthèse dans Black Panther 2. La preuve que Kevin Feige a encore un peu de marge en matière de cynisme commercial. Et comme Marvel n'avait pas de bout de scène en rab pour bricoler une séquence ou deux de colmatage, comme dans Star Wars 9 avec Carrie Fisher, le film était forcé de traiter la disparition de T'Challa en hors-champ, sans pouvoir l'illustrer à l'écran, sans trop s'y attarder pour pas cadenasser et étouffer le récit, ni l'évacuer trop facilement au vu des répercussions évidentes et inévitables sur le scénario ou plus largement sur l'univers étendu. C'était donc une triple absence à gérer et un casse-tête scénaristique sans précédent qu'on peut même pas comparer à la mort de Paul Walker pour la franchise Fast and Furious, dont a hérité Vin Diesel, ou le cas de The Crow avec la mort de Brandon Lee, vu que les productions avaient déjà commencé. Et je pense sincèrement qu'il n'y avait pas de solution miracle, il n'y avait pas forcément de bons choix pour pallier tout ça. Il fallait surtout ne pas faire les pires et sauver les meubles du mieux possible en acceptant le fait que ce serait forcément maladroit ou incomplet. Et pour le coup, je trouve que Ryan Coogler s'en est finalement assez bien sorti et que le scénario a intelligemment tiré parti de cette perte en transformant la contrainte en une plus-value. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais la disparition forcée de T'Challa donne plus d'ampleur aux problématiques qui avaient déjà été soulevées dans le premier film, en particulier l'héritage, son poids, la légitimité des protagonistes et l'enchaînement aux traditions, qui interrogent de nouveau le Wakanda sur ses propres valeurs et ses engagements politiques et moraux. Mais il élève aussi son propos en questionnant la symbolique et la nécessité même pour les Wakandais d'avoir un nouveau Black Panther, tout en créant un pont pratique et logique avec le premier volet dans lequel Killmonger avait cramé toutes les herbes cœur, les espèces de fleurs violettes magiques qui donnent leur pouvoir aux différents Black Panthers. Black Panther 2, c'est au final un film de super-héros, mais sans super-héros, qui se pose la question de savoir s'il a vraiment besoin d'en avoir un, et c'est cette dimension méta qui est vraiment pertinente, encore plus à l'heure où n'importe quel personnage n'a qu'à enfiler une super armure bourrée de nanotechnologie pour devenir un super-héros ou une super-héroïne. Et c'est ce qui fait que c'est probablement le film du MCU qui s'éloigne le plus du moule Marvel, puisqu'il s'articule autour de plusieurs icônes et pas autour d'une seule personne en costume ou d'un groupe qui sauve le monde d'une menace extraterrestre quelconque. Le fait d'être privé de tête d'affiche a aussi obligé le scénario à donner plus de place au reste de la distribution. Je trouvais les personnages féminins sous-écrits et sous-exploités dans le premier volet, mais le scénario a du coup mis en lumière et creusé Shuri, Nakia, Okoye et la reine Ramonda, qui ont chacune gagné en sensibilité et en nuance avec des caractérisations moins rudimentaires. Il y a d'ailleurs de beaux moments et de beaux échanges entre toutes ces femmes qui sont chacune à leur façon marquées par le deuil et trouvent chacune leur propre façon de le surmonter. Malheureusement, tout ça est complètement torpillé par le dernier acte qui replonge tête la première vers le schéma ultra classique et balisé du film de super-héros avec la giga bataille finale qui se force à iconiser sans trop d'inspiration la nouvelle incarnation de Black Panther, comme on a de toute façon pu le voir dans les bandes annonces et autres teasers qui en montrent toujours trop. Ce parti pris d'avancer sans Black Panther tout en laissant son ombre planer sur le Wakanda, c'était plutôt audacieux et frais et ça permettait de présenter une autre forme d'héroïsme, mais le dernier quart fait totalement machine arrière et ampute toute l'originalité qu'on pouvait trouver au film. Et de la même façon que ce final vient contredire le positionnement initial du film, on retrouve d'autres impératifs fâcheux de Marvel et tout particulièrement l'introduction de Riri Williams alias Iron Heart, qui est encore plus fade qu'America Chavez dans Doctor Strange 2, qui est caractérisée comme la plupart des personnages féminins présentés récemment, c'est-à-dire le petit génie impertinent qui a des failles mais s'est créé une armure, et cette fois au sens littéral du terme.
C'est clairement le MacGuffin sans personnalité qui est baladé d'un bout à l'autre du film et qui sera creusé plus tard dans sa série Disney+, mais qui pour l'instant avait juste besoin d'une porte d'entrée vers le MCU. En plus d'une répercussion sur le scénario, on s'attendait aussi à ce que la mort de Chadwick Boseman impacte la tonalité du film qui, heureusement, est beaucoup plus dramatique et investie que la mauvaise blague de Thor Love and Thunder, qui est pour moi l'expression ultime d'un je m'en foutisme vraiment insultant pour le public. Le risque, en faisant un grand hommage, c'était de tomber dans les poncifs larmoyants et de pas laisser les personnages s'émanciper en déroulant une histoire pesante et accablante. Mais le film évite ces écueils en revêtant plutôt un caractère solennel qui a l'avantage d'être en adéquation avec la disparition d'un souverain et transcende en plus le canon narratif du MCU en faisant un parallèle limpide avec le décès de Chadwick Boseman. Et je trouve d'ailleurs que la scène post-générique illustre bien cet équilibre émotionnel entre la fiction et la réalité. Elle ne ressemble presque à aucune scène post-générique qu'on a déjà pu voir dans le MCU. Elle se termine sur un sentiment d'apaisement, de mélancolie et conclut l'hommage à Chadwick Boseman et à T'Challa avec une sincérité que j'ai vraiment pas envie de remettre en doute. Et en plus, ça change des habituelles scènes post-génériques avec d'un côté un gag, puis l'obligatoire connexion à un prochain film ou une prochaine série avec une Charlize Theron ou un Harry Styles sauvage. Plus globalement, le scénario est ponctué de quelques touches humoristiques, mais plus dans la mesure et sans rupture vraiment outrancière, comme dans par exemple Les Éternels, où les vannes répondaient clairement au cahier des charges de Marvel, mais tranchaient avec l'histoire qui, elle, était plutôt austère. Hormis ce climax, qui a quand même le mérite d'exploiter la fameuse technologie wakandaise en donnant une allure un peu plus SF et ludique à cet univers jusqu'ici trop dépouillé, l'autre gros problème de Black Panther 2, c'est qu'on sent que c'est une fusion de deux scénarios et donc une sorte de monstre à deux têtes très dense, d'où le fait que le film dure plus de 2h45. Il y a d'un côté l'histoire qui était prévue du vivant de Chadwick Boseman qui se démarque des éléments qui ont dû être ajoutés pour boucher les trous, mais tout s'imbrique pas parfaitement. Le sort de T'Challa, sur lequel s'ouvre littéralement le film, est logiquement censé être le socle du scénario et l'élément déclencheur qui permet de dérouler la narration. C'est ce qui fait que le second élément tragique qui intervient dans le récit et qui devait être initialement la rupture cinématographique, perd en force, que ce soit sur les spectateurs ou sur les personnages. Ryan Coogler, le réalisateur, a d'ailleurs expliqué à Variety que le scénario initial était déjà porté sur le deuil, mais de façon quand même plus imagée parce qu'il aurait été question pour T'Challa de faire le deuil du temps qu'il a perdu pendant l'éclipse. En plus de tout ça, il fallait aussi laisser à Namor et à son arc narratif suffisamment de place pour exister, parce que, là encore, on sent que son introduction et celle de Talokan suivaient un plan bien établi et qu'il aurait normalement dû affronter le Black Panther de T'Challa, et que donc le film a été bricolé pour qu'on arrive plus ou moins à cette même situation finale. Toujours est-il que Namor et toute l'intrigue qui s'articule autour de lui permet de muscler un peu plus le message politique pas vraiment anodin de la franchise. On est certes sur le même mécanisme, avec un anti-héros meurtri plus qu'un véritable méchant, une autre nation qui s'est coupée du monde, mais aussi un conflit à plus grande échelle et donc plus dramatique et déchirant, avec ces deux peuples très similaires qui se montent l'un contre l'autre en oubliant leur ennemi commun, c'est-à-dire les méchants américains. Si le royaume sous-marin en lui-même il a rien de très original, tout comme les raisons qui conduisent le récit à le visiter, le Wakanda lui a gagné en envergure, que ce soit dans sa topographie ou sa démographie. Dans Black Panther 2, le Wakanda est habité. On voit des habitants, des gens quelconques comme vous et moi, et pas seulement des guerriers et des membres du conseil. Ce qui fait que l'affrontement contre les espèces de Na'vi dont j'ai complètement oublié le nom a un vrai impact, fait de vrais dégâts humains, contrairement aux catastrophes plus dépeuplées dans l'ère d'Ultron, avec la Sokovie où on croise 4 habitants au kilomètre carré. Évidemment, ça aurait pu être un peu plus fin. Là, le scénario dresse quand même des parallèles assez grossiers pour montrer que les deux peuples sont pareils. Ils ont aussi le vibranium, ils ont une algue magique bleue qui brille, ils font ça avec les mains au lieu de faire ça. Enfin, disons que leur complémentarité aurait pu être un peu plus subtile. Pour conclure, Black Panther 2 était un film casse-gueule par essence. Il n'est pas parfait, c'est même pas le plus réussi du MCU à mes yeux, mais tout compte fait, je suis vraiment pas certaine que les enjeux auraient été aussi intéressants et le propos aussi juste sur certains propos si le film n'avait pas justement été mis en péril par la mort de son héros. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais avant
Comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien. Si vous voulez nous aider et que en plus vous en avez les moyens, ce soutien passe surtout par un abonnement qu'on propose sur notre site. En plus de nous aider, cet abonnement vous donne droit à quelques privilèges comme celui de faire partie d'une élite culturelle et d'accéder à des dossiers exclusifs particulièrement fouillés et excitants. Là dernièrement, on est par exemple revenu sur Le Bon, la Brute et le Truand, Déjà Vu ou The Crow. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. À très bientôt!